Tout a commencé par un simple trajet de retour à la maison. Une vieille femme nommée Ambre rentrait chez elle après avoir récupéré sa petite fille, Élodie, d'un atelier de musique à la Maison de la Culture de Clairvaux. C'était un jeudi soir comme les autres, paisible, tranquille, presque ennuyeux pour certains, mais pas pour Ambre. Pour elle, chaque instant passé avec Élodie était un trésor. Comme souvent, elle avait choisi la route secondaire qui traversait les bois, un chemin qu'elle préférait pour son calme et sa beauté. Cette route, sinueuse mais familière, était bordée de grands chênes et de haies fleuries. Le soleil déclinait lentement, et la lumière dorée de la fin de journée filtrait à travers les feuillages en mouvement, peignant des ombres douces sur le bitume. L'air de fin de printemps portait l'odeur fraîche de l'herbe coupée et des fleurs sauvages. Élodie, 12 ans, somnolait sur le siège passager, la tête appuyée contre la vitre, les écouteurs encore enfoncés dans ses oreilles. Elle ne bougeait presque pas, les paupières lourdes, percées par les cahots réguliers de la voiture et les dernières notes d'une chanson douce qui s'échappait en un filet de son à peine perceptible. Son sac de violon était posé à ses pieds, et quelques feuilles de partition dépassaient, froissées par l'usage. Ambre souriait en la regardant de temps en temps, entre deux virages. Elle aimait ces moments de silence partagé, ces fragments de complicité muette où rien ne pressait. Le monde changeait trop vite, pensait-elle souvent, mais certaines choses, comme le regard paisible d'un enfant endormi ou le parfum d'un sous-bois au crépuscule, restaient inaltérables, précieuses. Elle prit une inspiration lente, savourant la quiétude du moment. Puis, dans le rétroviseur, elle vit une lueur, des phares, une voiture qui roulait bien trop près. Cela faisait déjà quelques virages qu'elle l'avait remarqué, mais maintenant, elle était presque collée à son pare-choc. Ambre fronça les sourcils. Sur cette route, à cette heure, ce n'était pas normal. Il n'y avait jamais grand monde ici, surtout pas en pleine semaine. Elle freina légèrement, un petit coup bref, comme pour dire « Restez en arrière, s'il vous plaît ». Un geste simple, poli, qu'elle espérait suffisant. Mais la voiture derrière ne ralentit pas. Au contraire, elle semblait se rapprocher davantage, et ses feux illuminaient désormais tout l'intérieur de l'habitacle. Élodie remua, redressant légèrement la tête. Elle avait senti la tension. « Mamie, pourquoi il nous suit comme ça ?» Sa voix était encore alourdie par le sommeil, mais inquiète. Ambre jeta un coup d'œil rassurant vers elle et posa une main sur son genou. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, on est presque arrivé. » Elle parlait doucement, mais son cœur battait plus vite. Elle connaissait cette route, chaque bosse, chaque panneau rouillé, chaque virage étroit. Elle savait qu'à 2 kilomètres, juste après le vieux moulin, la route rejoignait la départementale, plus fréquentée. Elle comptait s'y engager, rejoindre la station-service et y attendre un peu, voir si la voiture continuait à les suivre. Mais les choses prirent une autre tournure. Juste avant le vieux moulin, alors que la lumière orangée du soleil tombait en biais à travers les branches, les phares derrière elle s'allumèrent en rouge et bleu. Un coup de sirène bref fendit l'air. Ambre sentit son estomac se nouer. Une sensation désagréable, un mélange d'appréhension et d'incompréhension. Elle jeta un regard rapide au tableau de bord. Elle ne roulait pas vite, pas au-dessus de la limite. Tout était en règle. Pourtant, elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas un simple contrôle. Elle ralentit, cherchant un endroit sûr où s'arrêter. Le bord de la route s'élargissait un peu, avant un talus herbeux. Elle y rangea la voiture avec précaution, coupa le moteur et posa les mains bien en vue sur le volant, comme on lui avait appris à le faire. Élodie, qui sentait l'atmosphère changer, l'imita. Elle retira ses écouteurs, les rangea dans sa poche et fixa la voiture de police qui venait de se garer juste derrière elle. 2 hommes en descendirent. Ambre les vit dans ses rétroviseurs, puis par la vitre latérale. Le premier était grand, massif, avec les épaules larges d'un homme qui se savait imposant. Il portait son uniforme avec une certaine rigidité, presque comme un costume de théâtre. Il s'avança vers la voiture avec une lenteur délibérée, un sourire figé aux lèvres. Pas un sourire de politesse. Non, un rictus. L'autre homme restait en retrait. Plus jeune, bras croisés, il semblait observer, jauger. Ambre les reconnut presque aussitôt. Le premier, c'était l'adjoint maçon. L'autre, c'était Marchand. Elle les avait vus à plusieurs reprises lors de cérémonies locales,
des inaugurations de plaques, des remises de médailles à la mairie. Des occasions où l'uniforme brillait davantage que le regard. Elle se souvenait du ton qu'ils employaient quand ils parlaient aux gens, toujours un peu condescendant, comme s'ils toléraient la présence des autres, sans jamais vraiment les considérer. Elle se souvenait aussi des regards en coin, des rires étouffés entre collègues, des mots à peine masqués qu'elle avait surpris une fois, en passant devant eux après une réunion municipale. Ces hommes-là ne servaient pas. Ils régnaient. Ils regardaient les gens avec un air de supériorité. Son s'approcha de la vitre avec cette nonchalance agressive que certains prennent pour de l'autorité. Ambre baissa la vitre à moitié, juste assez pour qu'il puisse parler sans lui imposer complètement sa présence. Elle gardait toujours cette habitude, apprise au fil des années, ouvrir sans jamais s'exposer tout à fait. « Bonsoir, madame. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. » La voix de Masson était tranchante, presque désintéressée, comme s'il récitait une ligne bien rodée, sans y mettre la moindre humanité. Ambre hocha la tête lentement, sans un mot d'abord, puis se pencha vers son sac, posé au pied du siège passager. Élodie l'observait, crispée. « Bien sûr, » dit Ambre, en tendant la main vers les documents. « Mais puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez » demanda-t-elle calmement, posément. Elle connaissait ses droits. Elle n'avait rien à cacher, mais aucune réponse ne vint tout de suite. Masson ne regardait même plus Ambre. Son regard s'attardait sur Élodie, ce regard lent et inquisiteur qui n'avait rien d'un contrôle routinier. Ambre sentit la colère lui monter dans la gorge. « C'est votre petite fille ?»« Oui, » répondit-elle simplement, sans ciller. « Vous venez d'où ?»« De la Maison de la Culture. Elle avait un cours de musique. » Sa voix ne tremblait pas, mais elle sentait déjà une forme de tension lui remonter la nuque. Masson hocha la tête, mais pas de manière convaincue. Il plissa les yeux comme s'il analysait un puzzle qu'il n'avait pas envie de résoudre. « Vous correspondez à la description d'un véhicule impliqué dans un délit de fuite. Voiture noire, même modèle. » Ambre sentit son cœur rater un battement. C'était une accusation, déguisée en prétexte. Elle tenta de rester calme. « C'est impossible, » dit-elle en articulant lentement. « Nous étions là-bas toute la soirée. Il y avait un monde fou. Le personnel, les autres parents, des dizaines de gens peuvent le confirmer. » Mais Masson n'écoutait pas. Il ne cherchait pas une réponse. Il voulait le contrôle. « Sortez du véhicule. » Ambre se tourna vers lui, le regard franc. « Pardon ? Vous avez mes papiers. Il n'y a aucune raison de... » J'ai dit « Sortez !» Le ton était tombé comme une gifle, tranchant, sans appel. Élodie sursauta sur son siège, agrippant d'un coup la main ridée de sa grand-mère. « Mamie ?» Ambre tourna la tête et la fixa droit dans les yeux. Il y avait, dans ce bref échange de regards, toute une promesse silencieuse. Une barrière invisible qu'elle tentait de dresser contre la peur. « Tout ira bien, ma chérie » murmura-t-elle avec un sourire doux, bien qu'un frisson glacé lui court dans le dos. Elle détacha lentement sa ceinture, sentit son cœur battre dans ses tempes, puis ouvrit la portière avec précaution. À peine avait-elle posé le pied au sol que Masson la saisit brusquement par le bras. Son geste était sec, sans ménagement, et avant même qu'elle ne puisse dire un mot, il la fit pivoter brutalement contre la voiture. Le métal froid des menottes claqua autour de ses poignets. Le choc fut tel qu'elle eut un vertige. « Mais enfin, vous n'avez pas le droit, » réussit-elle à dire, la voix coupée. « Vous êtes placé en garde à vue pour vérification. Résister ne ferait qu'aggraver les choses. » À l'intérieur de la voiture, Élodie cria. Sa voix cristalline, d'ordinaire si douce, s'éleva en un cri strident, paniqué. Marchand s'approcha, ouvrit la portière passager. Il restait étrangement calme, presque désincarné, comme s'il appliquait une procédure administrative sur une machine et non sur un être humain. « Laissez-la !» hurla Élodie en se débattant. « Elle n'a rien fait !» Ambre se retourna tant bien que mal, ses poignets liés lui coupant la circulation. « Elle est mineure. Vous n'avez pas le droit de là. » Mais Marchand la coupa, sans hausser le ton. « C'est pour sa sécurité. » Il tendit la main vers la petite, l'empoignant doucement mais fermement. Ambre sentit une vague de terreur l'envahir. Pas pour elle, pour sa petite fille. Le sac d'Ambre, tombé sur le sol, était maintenant hors de portée. Son téléphone était à l'intérieur, éteint. Le monde extérieur s'éloignait à une vitesse affolante.
Elle voulait hurler, mais sa gorge était sèche. Ses mains étaient ligotées, mais ses pensées, elles, couraient à toute vitesse. Et c'est là qu'elle s'en souvint. La montre, celle que son fils Julien lui avait offerte. Pas une montre de luxe, non. Une montre spéciale. Un modèle discret, donné à ceux qui, comme lui, avaient autrefois porté l'uniforme. En cas d'urgence, une simple pression au dos déclenchait un signal, un appel codé. Julien lui avait montré le geste un jour, à Noël, presque en riant. « Juste au cas où, maman. Tu sais jamais. » Elle n'y avait jamais vraiment cru. Jusqu'à ce soir. Les doigts engourdis, les poignets meurtris par les menottes, elle chercha le petit bouton. Son pouce, à tâtons, effleura le dos du cadran. Une pression, une vibration à peine perceptible. Appel lancé. Elle pria. Pas un mot à voix haute, juste un cri muet adressé au ciel, à la nuit, à son fils. « Élodie !» cria-t-elle d'une voix déchirée. La fillette tournait la tête vers elle, les yeux pleins de larmes. « Tout ira bien, ma chérie. » Masson ricana, un rictus cruel étirant ses lèvres. Continuez de rêver. Personne ne viendra. Mais il se trompait. Julien était déjà en route. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, il avait vu l'alerte sur sa montre, le signal discret qu'il avait configuré lui-même sur celle de sa mère. 3 pulsations courtes, une pause, puis une autre pulsation, leur code. Il avait vu les coordonnées, les chiffres familiers d'une zone qu'il connaissait trop bien, le chemin des sablières, une route boisée rarement empruntée. Signal faible, sans caméra. Il sut immédiatement que ce n'était pas un simple arrêt routier, et il partit sans attendre. Le vent hurlait contre les portières du 4x4 blindé qu'il conduisait, un modèle militaire civilisé, discret de l'extérieur, mais conçu pour les urgences. Il serra le volant. Il voyait déjà le pire dans son esprit. Sa mère, Élodie, piégée. Dans le SUV sombre, Élodie pleurait, recroquevillée sur la banquette arrière, les bras autour de ses genoux. Son violon avait glissé au sol, et une corde s'était rompue dans la chute, tranchant l'intérieur du bois. Ambre, elle, était toujours plaquée contre le capot de la voiture de patrouille, le front contre la tôle encore tiède du moteur. Elle fermait les yeux. Son cœur cognait si fort qu'elle pouvait entendre son propre sang dans ses tempes. Elle était vieille, fatiguée, mais elle n'était pas brisée. Elle se répétait cette phrase en boucle, comme un bouclier mental contre le désespoir. Elle n'était pas brisée. Masson s'éloigna, sa radio grésillante à la main. Il jeta des coups d'œil autour de lui, méfiant, mais toujours sûr de lui. Centrale, ici unité 17. Une femme détenue, une mineure en sécurité. On vérifie l'immatriculation. Silence, pas un seul retour, ni un crépitement. Rien. Marchand, qui gardait les bras croisés, mais dont le regard s'agitait, leva les yeux vers la cime des arbres. Il y a plus de signal ici. Masson tapa sur l'antenne de sa radio. Zone morte, grogna-t-il. C'était là que tout s'éclaira pour Ambre. Ce n'était pas un hasard, pas une erreur d'identification. Ils avaient choisi cet endroit précisément parce qu'il était coupé du reste du monde. Pas de réseau, pas de témoins, pas de caméra. C'était planifié. « On l'embarque », déclara Masson en claquant sa radio contre sa hanche. Marchand hésita, jetant un coup d'œil vers Élodie. « Et la gamine ?» Masson haussa les épaules, le regard froid. « Elle suit. Sa grand-mère a fait son choix. » Ambre frissonna. « Je veux un avocat. » Masson se tourna lentement vers elle, un sourire narquois sur les lèvres. « Ici, madame, vos droits n'ont pas grande valeur. » Il ricana. « Vous n'êtes plus dans vos petits salons de Clairvaux. » Soudain, une vibration légère parcourut son poignet. Une autre, puis encore une. La montre. Julien. 3 impulsions. Il avait reçu l'appel. Il arrivait. Elle le savait. Elle le sentait comme on sent l'orage avant même qu'il éclate. Ils la poussèrent sans ménagement dans le véhicule. Son épaule cogna contre la portière en montant. À l'intérieur, elle croisa le regard d'Élodie. Un regard mouillé de larmes, mais plein d'une confiance que seule l'innocence pouvait encore porter. « Sois courageuse », souffla Ambre. Le véhicule démarra, les pneus crissant légèrement sur le gravier humide. La nuit tombait enfin, et les bois devenaient une masse d'ombre opaque. Alors qu'ils suivaient la route sinueuse en silence, Ambre, les mains toujours attachées, vit quelque chose sur le bas-côté. Des feux stationnés. Un SUV noir, placé de travers, comme abandonné. Mais elle le reconnut aussitôt, celui de Julien. Même de nuit, elle aurait su le distinguer entre 1000. Masson ralentit instinctivement. « Qu'est-ce que » Marchand se pencha en avant. « Une panne, dit-il.
mais sa voix trahissait le doute. Masson ouvrit la portière sans attendre. Sa main descendit lentement vers son arme. Il s'approcha du véhicule vide, silencieux, prudent, trop tard. Une silhouette surgit des ombres. Julien, calme, implacable. Il avançait comme un homme qui avait déjà tout prévu, tout mesuré, tout assumé. « Halte, les mains en l'air !» hurla Masson en sortant son arme. Mais Julien ne répondit pas. Il ne ralentit même pas. En 3 pas, il fut sur lui. Un coup dans le poignet. L'arme tomba. Un deuxième dans le plexus. Masson s'effondra, haletant, le souffle arraché. Marchand, pétrifié, leva les mains sans résistance. Julien le fixa froidement. Les clés. Marchand obéit. Il tendit le trousseau avec des doigts tremblants. Julien ouvrit la portière de la voiture de patrouille, attrapa sa mère, puis aida Élodie à sortir. Élodie se précipita dans ses bras. « C'est fini, mamie. Il est là. » Mais Ambre vit dans les yeux de Julien que c'était pas fini. Il ne dit rien. Il scrutait la route derrière eux. Là, au loin, les phares, plusieurs. Des véhicules, des 4x4, vitres teintées, aucune sirène. Julien fronça les sourcils. On doit partir. Vite. Ils coururent jusqu'à son SUV. Ambre monta la première. Élodie se glissa entre deux à l'avant. Julien démarra avant même que les portières ne soient complètement fermées. Il roulait vite, trop vite. Mais il contrôlait. Son regard alternait entre le pare-brise et les rétroviseurs. « Qui sont-ils » demanda Ambre. Julien serra la mâchoire. « Sécurité privée. Payés pour faire le sale boulot que la gendarmerie ne veut pas assumer. » Ils quittèrent la route principale, prirent un vieux chemin forestier. Les pneus projetaient des pierres contre les portières. Les phares balayaient les troncs comme des projecteurs dans une salle vide. Enfin, après plusieurs minutes de silence tendu, ils arrivèrent devant une vieille bâtisse en pierre, en retrait de tout. Une lampe extérieure s'alluma à leur approche. Une silhouette apparut sur le seuil. Claire, une ancienne collègue de Julien, médecin militaire. Femme de confiance. Elle ouvrit la porte. Ses yeux passèrent de Julien à Ambre, puis à Élodie. Elle les fit entrer. « Vous êtes en sécurité ici, pour le moment. » À l'intérieur, une équipe s'affairait autour d'ordinateurs, de câbles, de radios cryptées et d'écrans clignotants. La pièce était discrète, mais chaque centimètre respirait la coordination d'un groupe prêt à affronter l'État, s'il le fallait. Des cartes étaient étalées sur une table, des visages floutés sur des photos, des noms entourés au marqueur rouge. C'était un centre d'urgence, mais aussi un sanctuaire. Ambre entra lentement, encore vacillante. Ses jambes tremblaient légèrement. Ses poignets portaient encore la marque des menottes, et sa respiration était saccadée. Julien lui tira une chaise. Elle s'assit avec difficulté. Élodie resta à côté d'elle, la main toujours accrochée à la sienne comme à une ancre. Claire apporta une couverture, posa une main sur son épaule, sans un mot. Puis, elle se tourna vers Julien. « Tu as ce qu'il faut. » Julien hocha la tête. Il sortit une clé USB d'un petit boîtier en acier. Ils ont tout enregistré, même quand ils ont cru éteindre les caméras. Je suis entré à distance dans leur serveur de bord. On a les enregistrements de la bodycam de Masson, le son, les images, chaque mot, chaque coup. Claire le fixa, le visage fermé, et la balise GPS de leur voiture. Activée. On peut prouver qu'ils ont dévié de leur itinéraire habituel, qu'ils ont volontairement conduit vers une zone blanche. C'est prémédité. Claire hocha la tête et inséra la clé dans l'un des ordinateurs. L'équipe autour d'elle se pencha en silence, écoutant les cris d'Ambre, les ordres secs, les menaces. Une main sur la bouche, un technicien ferma les yeux. On va envoyer ça à la juge Delorme. Elle attendait des preuves concrètes. Elle a convoqué la presse demain matin sur la place du tribunal. Elle va parler. Elle n'en peut plus de couvrir ces gens. Ambre les écoutait, muette, les yeux brillants de larmes, mais le dos droit. Pour la première fois depuis des heures, elle respirait un peu mieux. Élodie posa la tête sur son épaule. « On va aller mieux maintenant, hein ?» Ambre caressa ses cheveux. « On va se battre, mon cœur. Pour toi, pour les autres. » Le matin suivant, la place du tribunal de Clairvaux était méconnaissable. Des barrières avaient été installées, mais elles n'arrêtaient personne. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées. Des journalistes de tout le pays, des citoyens venus en bus de villes voisines, des familles entières tenant des pancartes faites maison. Justice pour Ambre. On vous voit. Plus jamais ça. Ambre sortit de la voiture escortée par Claire et Julien.
Élodie serrait sa main comme la veille. Les caméras se braquèrent sur elle, les flashs crépitèrent. Mais elle ne baissa pas la tête. Elle marcha lentement, dignement, jusqu'au premier rang, juste en face du perron du tribunal. Là, au sommet des marches, la juge de l'Orme attendait. Une femme élégante, austère, mais dont le regard était chargé de rage froide. Elle prit la parole dans un silence absolu. « Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir n'est pas agréable. Ce n'est pas du spectacle. Ce sont des faits, et ces faits, pendant trop longtemps, ont été dissimulés, classés, oubliés. » Elle fit un signe à l'un des techniciens. Un écran géant s'alluma. Les images apparurent. D'abord floues, puis nettes, le capot d'une voiture, les mains d'une vieille femme, le regard terrifié d'une enfant, les mots violents, les gestes brutaux, les menottes, les cris, le silence pesant. On entendait Élodie hurler. On voyait Ambre être traînée. La foule ne bougea pas au début. Puis lentement, un murmure s'éleva. Une vague, une colère, une douleur partagée. Des larmes, des poings levés, des voix. La juge laissa les images finir, puis reprit. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas une erreur. C'est un système qui autorise, qui tolère, qui protège. Mais aujourd'hui, nous disons « stop ». Applaudissements, cris de soutien. Des gens tombèrent dans les bras les uns des autres. Une femme cria « On est avec toi, Ambre ». Un homme répondit « Justice ». Les caméras continuaient de tourner, mais cette fois, c'était la vérité qui était en direct. Ambre se tenait droite, la main d'Élodie dans la sienne, le visage pâle mais le regard ferme. Julien se tenait derrière elle, une main sur son épaule. Ils avaient survécu. Ils étaient debout. Et maintenant, ils allaient se battre pour que plus personne, jamais, ne revive ça. Mais alors que la foule scandait son nom, alors que la juge s'éloignait, escortée par des policiers loyaux, une détonation retentit. Un bruit sec, sourd, amplifié par la pierre des façades. Ambre sursauta. Élodie hurla. Julien poussa les deux au sol d'un geste protecteur. Un homme venait d'être désarmé dans la foule. Un ancien gendarme suspendu quelques mois plus tôt. Il avait sorti une arme de poing. Il n'avait pas eu le temps de tirer une deuxième fois. Il avait visé la juge. La sécurité l'immobilisa, mais la panique s'était installée. Des gens couraient. Des cris fusaient. Et Ambre, allongée sur les marches, son bras en travers d'Élodie, regardait le ciel. Elle n'avait pas été blessée, ni sa petite fille. Mais quelque chose en elle venait de changer. La violence n'avait pas disparu. Elle venait simplement de changer de visage. Elle se releva lentement, aidée par Julien. Elle tourna son regard vers la juge, qui se relevait elle aussi. Elles échangèrent un regard, une alliance silencieuse. La guerre n'était pas finie, mais Ambre était toujours là, fatiguée, essoufflée, mais debout, toujours debout.